À 21 ans, oui, j'ai fait mon premier disque en trio grâce à Nicole Barclay et Eddie Barclay. Mais en fait, oui, c'est vrai que quand ils ont fondé leur label, ils m'ont engagé tout de suite, ce qui m'a permis d'enregistrer avec des gens comme Chet Baker, très jeune, ou Lionel Hampton, et après de partir en tournée, alors que j'étais encore militaire, maintenu avec Miles, Lester Young et des gens comme ça. À l'époque, nous, on travaillait avec cet orchestre avec Miles Davis, donc à la trompette, avec, je rappelle quand même, Barney Whelan au saxophone. Tout jeune, 20 ans. Tout jeune, 20 ans. Pierre Michelot à la basse, et Kenny Clark à la batterie, et moi au piano. Et disons qu'on jouait, on faisait des concerts, on jouait dans des clubs, et on faisait une espèce de musique très branchée pour l'époque, enfin vraiment très... Puis je pense avec Miles, c'est évidemment une musique de haut niveau. Et il y a cette musique de film à faire. Et nous, on a pris ça un peu comme un... On ne pouvait pas le considérer comme un job ordinaire, c'était spécial. Mais de toute façon, de là à imaginer que ça allait devenir ce que c'est devenu, non. Alors c'était impensable, parce que Miles était célèbre. On remplissait les salles dans le monde entier. Hein. J'ai tourné avec lui dans toute l'Europe, mais célèbre parmi les amateurs de jazz. Il n'y avait pas ce côté héros. Il aimait bien rigoler, il aimait bien blaguer. Il n'oubliait pas d'où il venait, quoi. Mais c'est vrai qu'un jour, j'étais lié amicalement avec Miles. C'est vrai qu'un jour après une soirée au Club Saint-Germain, il restait plus que les barman et les gens qui essuyaient les verres et qui passaient l'aspirateur. Et je lui ai joué la fantaisie impromptue de Chopin, opus 66. Il est resté, et il avait les larmes aux yeux, et il m'a dit tel que... je donnerais mon bras droit ou mon bras gauche pour avoir écrit quelque chose comme ça. Il a été dit tellement de conneries sur Miles Davis. Je veux dire, vous savez, quand vous fréquentez les gens, quand vous êtes jour après jour, moi je partageais sa piole en tournée, puisqu'on nous avait mis dans cette fameuse tournée où il y avait quand même Bud Powell, le Modern Jazz Quartet, et les plus grands musiciens de l'époque, Lester Young. Et donc on nous avait collés deux par deux, et à la fin il restait Miles et moi. Miles a dit OK, enfin, c'était très drôle. Un des plus grands compliments que j'ai jamais reçus de toute ma vie, moi, en matière de musique, évidemment, quand ça vient de gens d'un niveau très élevé pour qui vous avez une admiration, ça porte très fort. Et Miles, on avait joué avec lui en 56. On a fait cette tournée, ces concerts, ces choses. Et après, par un autre promoteur, ils l'ont appelé à New York et lui ont demandé s'il était prêt à revenir en Europe. Et sans son orchestre américain, où il y avait quand même John Coltrane, il y avait quand même Philly Joe Jones, enfin, je veux dire, c'était pas les derniers des tocards. Et il a accepté, et quand on lui a soumis la liste des musiciens, il a simplement demandé que Kenny soit à la batterie. Il aimait beaucoup Christian Garros, mais Kenny Clark était quand même le top du top, quoi. Je veux dire, ils avaient enregistré beaucoup ensemble et tout. Et il était ravi, et quand il a su qu'il y aurait Pierre à la basse, Michelot et moi, il était tout à fait d'accord et content de revenir. Ce qui, pour moi, est la plus grande preuve d'estime, si vous voulez, qu'on m'ait donnée. Miles avait vu, je crois, par l'intermédiaire de gens, je pense qu'il y avait Marcel Romano, Jeanne de Mirbeck, d'autres personnes, je ne sais pas, enfin, entre autres, ces gens-là ont mis Miles en rapport avec le film, avec les gens du film, avec Louis Malle, entre autres, avant j'imagine, je ne sais pas, j'étais pas là caché dans le bureau pour voir les discussions, pour savoir comment on allait arriver à ce que ce soit Miles Davis qui fasse une musique, parce que ça n'avait jamais été fait, une musique de jazz improvisée. Et donc, on lui a montré le film, j'imagine, je ne sais pas si on lui a montré le film en entier, monté en entier, je pense que ça devait être donc nu, et Miles, donc, quelques jours avant, comme on jouait, on avait eu un engagement de 2 semaines, je crois, au Club Saint-Germain. Et quelques jours avant, il a commencé à nous montrer et à me montrer au piano parce qu'il connaissait, il savait mettre les mains sur un piano, Miles. Et il me demandait toujours d'en mettre le plus possible pour les accords. Si j'avais eu 12 doigts, il aurait aimé entendre 12 notes en même temps. Il aimait ça.
surtout ne pas faire simple, faire compliqué plutôt. Et Miles nous a donc montré des scènes et quelques thèmes qu'il voulait utiliser, quelques thèmes musicaux qui allaient correspondre à certaines scènes qu'il avait donc frappées puisqu'il avait vu le film. Et donc il nous a montré, en fait c'est des schémas qu'il nous a montrés, ce qui fait qu'on n'était pas tout à fait vierge. Quand on est arrivé donc au Poste parisien cette fameuse soirée, on avait déjà une idée sans savoir, on savait à peu près le sujet du film, et on ne savait pas exactement à quelle séquence allait s'adapter telle ou telle scène, mais ça a été vite fait. Et puis il y avait ces écrans pour chacun de nous, et il y avait surtout, puis je pense qu'il y avait les assistants, Alain Cavalier, je pense, et puis Le Terrier, je crois. Par contre, j'ai pas vu Boris Vian, enfin, je l'ai jamais vu. Jeanne Moreau était là, évidemment. Louis Malle, il y a Sacha Distel qui est passé, je crois, en ami, je crois. Mais sans ça, on était là dans le noir. La séquence principale qui accompagne le générique et puis qui accompagne pratiquement tout le temps la marche nocturne de Jeanne Moreau, donc cette séquence harmonique, ça, c'est Miles complètement. C'est de lui, c'est lui, c'est sa suite harmonique à lui, je veux dire, sur laquelle il improvisait, sur laquelle Barney Whelan improvisait. Il y a eu des scènes de suspense. Suspense, là, c'était totalement improvisé, où il n'y avait que la basse et la batterie, avec des effets de cymbales, tous les effets d'ascenseur, l'ascenseur, le malheureux qui se débat pour sortir de cet ascenseur. Et alors, chose qui n'est pas très connue, c'est que par exemple, bon, à l'époque, dans le jazz, et à l'époque, on sortait un peu du bebop, il y a beaucoup de jazzman américains et noirs en particulier qui jouaient des thèmes, mais qui ne voulaient pas qu'on reconnaisse les thèmes. Ce qui fait que, par exemple, ils allaient prendre une chanson américaine très, très connue, mais ils allaient écrire une autre mélodie dessus. Ce qui fait que à part les gens ayant une oreille extrêmement exercée, on ne pouvait pas reconnaître que, par exemple, une chanson de Cole Porter qui s'appelle « What is this thing called love ?» qui est une très jolie mélopée, chantée par je ne sais pas qui dans un film, tout d'un coup devenait Hot House, écrit par Dizzy Gillespie et Charlie Parker, et devenait un truc très, très compliqué. Donc, les bebopers aimaient bien masquer un peu les choses. Et Miles, dans ce film, m'a demandé de ne pas jouer du piano, parce qu'il y a des séquences où il n'y a pas de piano, pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que Miles demandait souvent à ses pianistes, il a demandé à Thelonious Monk ou à Bud Powell de ne pas jouer à certains moments, parce que pour amener un petit peu de, je dirais, d'abstraction, comme un peintre, si vous voulez, pour enlever un peu de figuratif au thème. Et par exemple, le thème de l'autoroute, par exemple, et bien la suite harmonique sur lequel joue à toute vitesse Miles et Barney Whelan, c'est Sweet Georgia Brown, qui est un vieux, mais très modernisé, évidemment. Et pourquoi il a demandé qu'il n'y a pas de piano? Parce que s'il y avait eu du piano, des gens auraient pu reconnaître un petit peu. On serait retombé dans le dessin animé, là. Enfin, je veux dire, dans le figuratif. Tiens, voilà une pomme, c'est une pomme. Tandis que là, on est dans l'abstrait. Oui, ça devenait plus lisible, le piano. Et voilà, c'est pour justement que ça devienne une musique vraiment de rêve. Ces séquences très courtes, Julien, de 39 secondes, c'est comme des séquences de cinéma, je veux dire. Et à l'époque, on était obligé de le faire à la seconde, je veux dire, avec ce minuteur là qui défilait. Je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais c'était plutôt... Il y avait des séquences qui n'étaient pas très amusantes à faire. Très franchement, il y avait des séquences où on ne pouvait pas vraiment y aller, comme on dit, on ne pouvait pas vraiment se laisser aller. Il n'y a pas toute la facilité du montage actuel. Ben non, on était surtout préoccupés de pas dépasser d'une demi-seconde. Mais je pense que ce qui était drôle, c'était que justement Louis Malle lui-même, qui devenait de plus en plus... Enfin, tout le monde devenait de plus en plus excité. Et je crois qu'au fur et à mesure que ça se passait, j'ai l'impression quand même, parce que la grosse question, c'est toujours un événement qui est devenu aussi important culturellement.
Est-ce qu'on s'en est rendu compte à l'époque ou est-ce qu'on a le nez dans le guidon? Effectivement, je crois qu'avec les heures qui passaient, on commençait les uns et les autres, tout le monde. Tous les gens présents commençaient quand même à réaliser que c'était pas n'importe quoi, que ça sortait vraiment de l'ordinaire, ce qui était en train de se passer par rapport... C'était un polar, ce film. C'est d'un metteur en scène encore pratiquement inconnu. On peut tout prendre comme alibi, tout. Les femmes, les petites filles, les garçons de café, les amis d'enfance, les maris trompés. Mais pour les ascenseurs. Dans le jazz, ce qui nous caractérise, nous, c'est qu'on a tous nos ordres, comme dans le fameux quart d'heure de Warhol, on a tous nos moments de gloire et nos moments d'ombre. Il faut accepter ça. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, il y a des gens qui aiment briller tout le temps. Ce sont des accompagnateurs, par exemple, qui couvrent le soliste, par exemple, qui ne savent pas passer au second plan derrière un soliste. Pendant que le trompettiste joue, par exemple, il y a des gens qui vont en faire encore plus de bruit ils ne peuvent pas supporter d'être seulement au rôle subalterne. Dans ce film, dans cette musique de film, moi, je n'ai qu'un rôle subalterne, j'accompagne, et il y a même des moments où je ne suis même pas là du tout. Il faut accepter ça. Alors, si vous voulez, malgré tout, on aime bien aussi jouer en solo, on aime bien se faire entendre, on aime bien montrer ce qu'on sait faire, et puis se faire écouter. C'est humain. Donc, si vous voulez, pendant de longues années, ça a été une espèce de frustration pour moi, parce qu'entre autres, ce quintet d'Ascenseur pour l'échafaud, donc Miles, Barnet, Kenny, Michelot et moi, on a tourné, on a fait un autre disque. Entre autres, il y a eu un disque qui est sorti qui s'appelle un pirate, qui s'appelait le Concert d'Amsterdam, où je joue, moi, à Urtreger, beaucoup en solo, donc où je suis mis en valeur, où j'accompagne à un moment, il y a un passage avec Miles, où je dirais presque... disons qu'on s'amuse beaucoup tous les deux musicalement. Il n'y a pas ça dans cette musique de film. C'est un petit peu frustrant. Ce qui fait la gloire de cette musique de film, en fait, c'est le son et l'émotion et la qualité de Miles Davis, je veux dire, avec des gens qui sont derrière lui, dans l'ombre derrière lui. C'est Miles, là, si j'aime pas le mot de star, mais c'est Miles quand même qui éclaire. J'ai appris à faire abstraction de moi-même, je dirais. J'ai appris avec ce temps-là à savoir ce que c'est que d'être dans l'ombre de temps en temps pour mieux me montrer la fois suivante, quoi. C'est tout, c'est le lot du jazz. C'est ce que je voudrais, c'est le message que je voudrais... que vous avez d'ailleurs très bien indiqué tout à l'heure, le message du jazz, vous dites Miles, c'est Miles là... Je dirais le côté brillant, quoi, mais sans nous, effectivement, il ne pouvait pas jouer tout seul. Et c'est vrai que nous, on avait l'habitude de jouer avec lui. On a été donc on peut dire qu'on a été lui est la cerise et nous, on est tout ce qui est à la sauce, qui a tout autour, quoi. Et lui est le côté brillant. Mais c'est vrai que j'ai appris personnellement à accepter ça et au contraire, je dirais, ça fait partie de la joie de jouer du jazz, c'est d'être là et vous ne savez pas qui est là. Il y a un garçon qui débarque de Norvège ou du Japon qui demande la permission de jouer un morceau. On tombe tous d'accord avec des gens, on ne parle même pas la même langue. Et puis tout d'un coup, le morceau commence, on se met d'accord sur le thème, on attaque et le gars commence à improviser. Et moi personnellement au piano, je suis derrière lui et j'essaye de tout faire, ainsi que le batteur et le bassiste, pour que ce qu'il raconte, parce qu'il raconte une histoire, il raconte son histoire, qu'il la raconte de la meilleure façon possible, qu'elle soit la plus belle possible. Donc on est là, on n'est pas là pour se mettre en avant, on est là pour que lui se mette en avant. Et une fois qu'il a terminé, il remballe son truc, il regarde ailleurs, et là, ça devient le tour du bassiste, le tour du pianiste de raconter son histoire, etc., etc. Et c'est le plaisir du jazz, ça, c'est la leçon du jazz.